Alors, ça me fait grandement plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, on va parler des résultats d'un sondage qu'on a effectué avec le soutien de la secrétaire générale. À l'époque, c'était le secrétaire général du Québec et avec le soutien aussi de l'Université Laval avec Mathieu Ouimet sur l'utilisation de l'information scientifique dans les ministères. Simplement pour vous dire comment on va procéder. Aujourd'hui, on a une petite demi-heure en fait où on va présenter les résultats avec Mathieu, avec qui on a travaillé quand même très très étroitement. Et puis ensuite, ce sera vraiment une partie de discussion, une partie des analyses que nous avons faites, mais il y en a d'autres qui sont encore ouvertes. Alors on a hâte de discuter avec vous selon votre réalité. On a essayé d'activer le chat. Je ne sais pas si ça a bien fonctionné. Si ce n'est pas le cas, on utilisera simplement le module questions et réponses. Là, mais on va voir qu'il soit possible pour vous peut-être de vous adresser directement en levant la main. En fait, ce serait ce qu'il y a de plus simple. Là, mais tu me diras, Paulina, ma collègue Paulina, au Front de recherche du Québec, si c'est possible de faire ça. Puis dans la prochaine demi-heure, puis on fera comme ça. Voilà, alors ce sondage-là a été réalisé dans le cadre du Forum Sciences et Politique du Québec. Avant de commencer dans le sondage, je voulais vous le présenter. C'est une communauté de pratique qui est à l'interface entre les sciences et les politiques publiques au Québec, qui réunit vraiment toutes les personnes qui agissent à cette interface. Donc on a des gens autant de l'administration publique que du milieu de la recherche. Alors la plupart d'entre vous, hein, vous venez de ce réseau-là aujourd'hui. Et on propose différents webinaires en collaboration avec des partenaires, le SCT par exemple, le Cercle de la haute fonction publique, plus pour les fonctionnaires, mais on en a aussi pour les chercheurs, les chercheuses, on a monté des formations, etc. On a même des programmes de scientifiques en résidence, on envoie des scientifiques en résidence dans les ministères et les organismes publics. Et donc aujourd'hui, ça fait partie des activités de ce forum-là. Fait que je vous invite à vous abonner au Forum Sciences et Politiques du Québec. Je mettrai le lien dans le chat là, dans les prochaines minutes pour que vous puissiez bénéficier de tout ce qu'on met en place. Hein. Donc, c'est un forum qui est, je dirais, initié par le Bureau du scientifique en chef du Québec, mais on n'est pas tout seul. On travaille vraiment avec beaucoup de partenaires, que ce soit l'ACFAS, des universités comme l'ENAP, l'Université Laval et le gouvernement aussi. Voilà. Bon, maintenant, venons-en à ce sondage-là. On a créé un sondage à l'été 2022, donc ça fait un petit peu plus d'un an. On voulait savoir comment les fonctionnaires utilisaient l'information scientifique dans leur quotidien professionnel, dans leur travail. Et pour cela, on a collaboré avec le secrétaire général du Québec. En fait, ce qu'on a fait, c'est que le bureau du scientifique en chef a envoyé une lettre au sous-ministre du gouvernement du Québec pour demander à ce que le questionnaire, le sondage qu'on va vous présenter, soit diffusé à des personnes qui occupent certains corps d'emploi. On n'a pas allé cibler non plus tous, là, on a ciblé certains corps d'emploi. Et on a obtenu 2816 réponses de Oh, quand 23 même, hein? ministères dans 31 corps d'emploi, ce qui est quand même assez intéressant. Et ensuite, on a analysé seulement un certain nombre de réponses sur un certain nombre de ministères. Donc en tout, 2237 réponses, 14 ministères et 9 catégories d'emploi. Voilà. Et donc, une fois que ces données ont été collectées, de notre côté, au bureau du scientifique en chef, on avait en quelque sorte un peu fini notre travail. On a appelé l'Université Laval et Mathieu Ouimet pour traiter ces données-là et les analyser. Voilà. Alors Mathieu, tu pourras peut-être nous expliquer un peu plus comment tu as procédé pour cela. Oui, mais merci Julie. Donc, quelques informations sur notre rôle, hein. C'est un sondage qui a été réalisé par le Fonds de recherche, comme Julie l'a présenté. Donc, nous, notre rôle à l'Université Laval, c'était d'un soutien dans l'analyse, le traitement des données. Je vais souligner que je n'ai pas fait ça tout seul. Il y a mon collègue Yannick Dufresne qui a été impliqué dans l'analyse de données, qui est professeur au département de sciences politiques, et les étudiants de la clé SSN, qui est une chaire de recherche sur le numérique en sciences sociales. Euh, donc, il a fallu faire des choix. C'est assez complexe. Donc, il fallait qu'il y ait transfert de données vers notre équipe. Alors, on a dû faire des choix liés à la protection des données, la confidentialité des répondants, pour se conformer aux règles en vigueur. Et donc, c'est ce qui explique en grande partie qu'on ne travaille pas sur l'échantillon de départ. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les choix. Il y a plusieurs choix qu'on a dû faire.
notamment laisser de côté certains ministères, les répondants de certains ministères pour lesquels il n'y avait pas beaucoup de répondants. Je dois noter en passant ici le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est un ministère important quand on réfléchit à l'importance ou l'utilisation de l'information scientifique là, dans le cycle des politiques publiques. Donc, on n'a pas de répondant du M3S. On a dû aussi laisser de côté quelques catégories d'emplois parce que l'effectif était trop restreint, encore une fois, pour les questions de protection, là, de confidentialité. Et on a dû constituer une catégorie aussi, une catégorisation plus globale de corps d'emploi que vous voyez ici à l'écran. Donc, analyste, conseiller, je dirais que l'effectif le plus important, c'est les 105, là, agents de recherche, agentes et agents de recherche de planification socio-économique. Une catégorie que l'on a étiquetée scientifique, donc agronome, biologiste, ingénieur, etc. Et le personnel d'encadrement, les cadres, les directeurs, direction générale, etc. Oui, pour ce qui est des choix sur le plan de l'analyse, je vous rappelle que c'est un sondage, donc une étude transversale, c'est-à-dire une photographie à un moment donné dans le temps. Donc, ce ne sont pas des données longitudinales. Et notre objectif était de décrire et non d'expliquer causalement le phénomène de l'utilisation de la science. Donc, du fait de la transversalité des données, nous avons décidé de nous limiter à des analyses descriptives, ce que nous vous présentons aujourd'hui. Tu peux Ouais, changer de... ce que j'essaye de faire. Ah, voilà. Oui. Oui, juste un petit mot, j'ai oublié de mentionner sur les données aussi, c'est une limite importante à souligner hein, dans l'interprétation des résultats. C'est la méthode d'échantillonnage. C'est-à-dire c'est une méthode qui est non probabiliste, fondée sur le volontariat. Julie pourra répondre à des questions sur comment ça s'est déroulé à l'interne, là, la distribution du questionnaire. Avec un collègue de l'ENAP, il y a maintenant plus de 13 ans, je dirais, euh, professeur Turdon, qui est maintenant retraité, nous avions réalisé le même type de sondage. Et dans notre cas, nous avions réussi à obtenir, également avec l'accord là, du secrétaire du Conseil du Trésor, la liste complète des répondants. Dans notre cas, nous nous intéressions aux professionnels seulement, principalement les agents de recherche et de planification socio-économique. Donc, ça nous avait permis de tirer un échantillon aléatoire. Et donc, nos résultats étaient probabilistes, c'est-à-dire euh, forts sur le plan de la généralisabilité, de la validité externe. Alors ici, il faut garder à l'esprit que c'est difficilement généralisable parce que c'est basé sur le volontariat, mais par contre, nous avons un effectif assez important. Donc, pour revenir à la diapositive ici, c'est une question, on a demandé aux répondants de classer les sources d'informations, un certain nombre de sources d'informations, ce n'est pas une liste exhaustive, selon qu'elles sont, selon eux, scientifiques, non scientifiques, ou on a laissé une catégorie, je ne sais pas, ça dépend. Alors, je ne passerai pas en revue chacune des sources ici à l'écran. Peut-être quelques observations sur cette diapositive. Euh, il y a plusieurs façons d'interpréter, en fait, ces résultats. Euh, une façon qui est, à mon avis, un piège, ce serait de dire, bon, voilà, il y a des effectifs. Par contre, il y a certains participants qui considèrent comme scientifique un rapport gouvernemental, par exemple. Euh, D'un certain point de vue, ça pourrait être vu comme problématique. Mais lorsqu'on y pense et qu'on lit la liste de sources ici, il se peut qu'un rapport gouvernemental comporte des données scientifiques, de l'information scientifique. Donc, il n'y a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises réponses. Et je dirais la deuxième observation qui est intéressante, c'est la catégorie ne sait pas, ça dépend, qui est assez importante pour plusieurs sources d'informations. Donc, ça note un certain positionnement critique ou euh, un recul sur le type d'information. Donc, c'est sûr que dans la liste ici, il y a des items qui sont sans équivoque. Mais dans d'autres cas, comme j'ai mentionné, par exemple,
une revue de bonne pratique ou même, je vais donner l'exemple extrême, l'article dans un quotidien tout en bas de la liste. Vous savez, donc, qu'il y a une profession qui est le journalisme scientifique. Donc, il peut y avoir de l'information scientifique à l'occasion qui circule dans les quotidiens, évidemment, pas sous la forme d'un article scientifique. Je peux changer. Maintenant, sur cette diapositive, on a demandé aux répondants au cours des 2 dernières années quelle est l'importance des sources, d'une sorte de ces sources d'information que vous voyez à l'écran dans l'accomplissement de vos fonctions professionnelles. Bon, première remarque, vous pouvez voir à l'écran, donc l'organisme, je dirais ici, à l'occurrence, le ministère du répondant est la source d'information la plus importante pour les répondants. Euh, sur ce résultat, il n'y a rien de surprenant. Euh, Dans la littérature sur l'utilisation de l'information scientifique dans les ministères, c'est une littérature des études qui date des années, je dirais, 60-70, principalement aux États-Unis à l'époque. C'est un résultat qui est récurrent dans les études empiriques. À la fin de la présentation, on va vous poser une série de questions pour favoriser les échanges. Donc, cette première question, évidemment, que vous aurez à répondre à la toute fin de la présentation pour lancer la période d'échange. Donc, pourquoi l'organisme du répondant est la source d'information la plus importante, selon vous? Euh, deuxième, euh, deuxième observation que je pourrais, peut-être que je ferai ici sur cette diapositive, c'est au deuxième rang, encore que ça dépend comment on classe les résultats, parce que les répondants devaient être classés en ordre d'importance, cinq sources. On retrouve le milieu de la recherche universitaire et là, euh, c'est peut-être, il faut faire attention dans les sondages, il peut y avoir des biais de désirabilité sociale. Lorsqu'on croise avec d'autres types de variables, des études antérieures aussi, des sondages similaires, on ne retrouve pas tout en haut de la liste le milieu universitaire comme source importante là, de, d'informations dans le travail. Encore quoi que il faut faire attention ici, hein, parce que un sondage, et ça fait partie des limites du sondage en tant que tel, mais pas que de ce sondage. Vous avez plusieurs questions fermées et puis on n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements, des informations fines sur la description de tâches de chaque répondant. Là, vous pouvez vous imaginer que la description de tâches à l'intérieur d'une même catégorie d'emploi peut varier de façon significative là, Mhm. d'une direction à une autre. Et puis là, on voit clairement que c'est vraiment leur organisme qui est vraiment leur première source d'information. Donc, ce qui va être intéressant peut-être dans les questions ou les échanges qu'on aura, si on est capable de les avoir, là, c'est de voir votre organisme. Oui, mais quoi dans votre organisme? Qui contactez-vous? Quelle partie? Est-ce que vous utilisez des données ou est-ce que c'est simplement vous avez un intermédiaire qui vient vous donner de l'information scientifique à votre place? Ça va être intéressant à discuter. Peut-être un dernier constat, une dernière remarque sur cette diapositive, c'est les médias. Dans l'enquête que nous avons réalisée avec un collègue il y a plus de 10 ans, euh, on n'utilisait pas le terme média, mais plutôt revue de presse. Donc, la revue de presse est un document, pour ceux qui travaillent dans l'administration publique, bien connu, qui est protocolisé. Donc, vous faites regardez dans les médias et ce qui est en lien avec les Oups. problématiques, les questions d'une direction en particulier. Et puis, on en fait une revue. Et c'est un document qui est consulté sur une base très fréquente dans l'administration publique en précis. C'est peut-être la façon de poser la question, donc média au lieu de revue de presse. Il faut faire attention Mhm. aussi quand on est face à des données de sondage. Là, la façon de poser des questions peut avoir beaucoup d'impact sur les réponses. La prochaine. Oui, donc ici, on a demandé aux répondants de classer au moins, on parle ici pas de source d'information, mais de méthode d'accès à l'information scientifique, donc les classer. Bon, on a vu sur la diapositive précédente, un peu, c'est une confirmation ici, donc les requêtes internes au ministère comme moyen d'information qui est nettement plus important comme moyen que les autres.
recherche et ici on parle de moyens pour accéder à l'information scientifique, hein. C'est bien important de le rappeler. Recherche sur le web aussi, recherche dans une base de données de publications scientifiques, etc. Et tout en bas, vous avez des rapports de think tank, d'instances commerciales ou industrielles, euh, rencontres avec des professeurs, professeurs d'université, etc. Donc, euh, faut faire juste, je noterai ici que la recherche sur le web, bon, une première, encore une fois, c'est important parce que face à ces résultats, on pourrait interpréter ces résultats de différentes façons selon le niveau de réflexion. Donc, premier niveau, quelqu'un pourrait dire, bon, rechercher sur Internet, on pense à Google, Yahoo, etc. Mais quand on y pense bien, les bases de données bibliographiques, même à l'université, lorsque je recherche moi-même des publications scientifiques, ça passe par le web. Donc, il faut faire attention ici. Recherche par le web, on le voit ici que c'est un mode qui est utilisé. Euh, Ici, on poserait Et peut-être la question à la fin, quant à l'accessibilité aux publications scientifiques, le fait d'avoir un accès peut-être plus limité à des publications scientifiques. Je sais qu'il existe des ententes avec, là, tu me rappelleras, Julie, le nom de la bibliothèque, Cécile Rouleau. Cécile Rouleau, merci Julie. Mais forcément, le niveau d'accès aux périodiques spécialisés payants, on peut s'attendre à ce qu'ils soient un peu plus limités dans des ministères, des organisations qui n'ont pas comme vocation première de produire des connaissances scientifiques. Donc, l'accès risque d'être plus limité qu'à l'Université Laval, par exemple, au travail. Et là, ça va être intéressant de voir de votre côté, parce qu'on le sait, là, dans les milieux de pratique, en tout cas, au forum SPQ, on le sait, là, on développe différentes agilités de ce côté-là. Souvent, on accueille des stagiaires dans nos services, dans les administrations publiques, qui, eux, ont des accès aux bibliothèques universitaires. Alors, on y arrive comme ça. Parfois aussi, on entre en contact directement avec des chercheurs, des chercheuses, puis des fois, ils nous envoient des PDF. Il y a différentes façons de faire, donc ce serait intéressant de voir avec vous, est-ce que vraiment le fait de ne pas avoir ces accès-là freine? Est-ce que ça améliorerait si vous aviez ces accès-là ou si on améliorait peut-être la publication en accès libre? Ou est-ce que finalement on trouve assez d'agilité là-dedans pour être capable de s'en sortir là? Voilà, la question est ouverte. La question, Alors, oui, oui, vas-y. tu voulais traiter, Julie, de Non, cette... non, vas-y. Ça va, donc la question, c'est ici, vous sentez-vous compétent pour comprendre et utiliser l'information scientifique? Bon, bien évidemment, ici, on pense au biais potentiel de désirabilité sociale, évidemment. Donc, on demande aux répondants de juger de sa propre compétence. Donc, vous voyez ici les résultats. Puis, on note, ici, on n'a pas le test de différence qui a été rapporté ici, hein, mais on peut pas le voir, on peut les ventilations par catégorie, regroupement de catégories d'emploi. Euh, Euh, ouais, on a juste mis les trois grandes catégories, là, encadrement, conseiller et scientifique, à droite. Euh, la prochaine Puis là, diapositive. on voit effectivement que, si on peut le voir ici, que ceux qui sont qu'on a mis dans la catégorie scientifique se sentent un petit peu plus à l'aise, des analystes peut-être légèrement moins, et que le personnel d'encadrement fait qu'on on a essayé de comprendre en fait que le personnel d'encadrement, qui est plus un personnel de gestionnaire, peut-être moins au quotidien amené à aller gérer, brasser des données probantes, que c'est peut-être plus le travail des analystes, mais là encore, ça va être intéressant pour vous de nous en parler. Ça peut être très, très différent selon chaque ministère, chaque organisation. Là, on sent qu'il y a une culture d'organisation qui joue énormément là-dedans. On a essayé d'analyser par trois grandes catégories d'emplois, mais nécessairement, c'est un peu réducteur comme analyse. Donc, ça prend une discussion avec vous là, sur ce sujet-là. Non, la prochaine question est une question qui est importante pour moi comme chercheur dans le domaine du transfert de connaissances. Une question qu'on a posée exactement la même question il y a plus de 10 ans dans le sondage que j'ai évoqué précédemment, réalisé auprès d'analystes, donc principalement des agents de recherche et de planification socio-économique dans plus de ça, à peu près, je pense que c'était 16 ministères que nous avions sondé. Donc, savez-vous, en fait, c'est pas exactement, c'est la question qu'on posait, c'est avez-vous déjà entendu parler de la revue systématique de littérature? Et dans la question, on utilisait le terme anglais parce que la littérature scientifique est principalement anglophone, donc Systematic Reviews.
Et puis, on mentionnait aussi que ce n'était pas une revue de littérature classique, un autre type de revue de littérature. Et ici, ce qui est frappant, c'est le pourcentage important de réponses par la négative. Vous voyez ici ventilé là, par regroupement de catégories d'employés. Donc, qu'est-ce qu'une revue? Ben, pourquoi on a posé cette question, premièrement? Euh, il y a tout un champ de réflexion, un champ de recherche aussi dans la pratique de promotion de l'utilisation de l'information scientifique des données probantes dans les administrations publiques, mais également dans les parlements. C'est un domaine qui existe depuis plusieurs décennies. Et comme dans tout domaine, il y a des normes, des standards que des chercheurs, des leaders d'opinion essaient de propulser. Et puis, le fait de privilégier les revues systématiques de littérature est une de ces normes. Mais c'est une norme qui provient de l'extérieur du, euh, de l'appareil gouvernemental, principalement des universités, donc je vais le mentionner. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que, premièrement, une revue systématique? C'est une revue, c'est un type de revue de littérature, hein, il en existe plusieurs, euh, mais ça le dit, là, systématique. C'est utilisation d'un protocole avec plusieurs étapes, la définition de la question. Donc, c'est une revue de toute exhaustive de toutes les études scientifiques qui ont généré des résultats permettant de répondre à une question précise en suivant un protocole étape par étape, rigoureux, transparent, reproductible, auditable, et donc plus fiable qu'une revue de littérature traditionnelle qui est basée sur davantage des critères qui sont peut-être un peu moins explicites, etc. Il existe plusieurs autres types. On parle de revues systématiques, c'est les talons or, hein, et ça peut coûter ça peut être très dispendieux de produire une revue systématique, mais ici, l'idée, ce n'était pas de capter, évidemment, la production de revues systématiques, mais la connaissance, l'existence de cela. Donc, une revue systématique, pourquoi on en fait la promotion là, dans le champ là, de promotion de l'utilisation des connaissances dans les administrations publiques? Parce que lorsqu'on a une question, par exemple, définir un problème, les causes d'un problème, l'efficacité des données probantes sur l'efficacité d'une mesure gouvernementale, d'une action, d'une intervention. Ben, s'il existe une revue systématique, euh, ça serait la première étape logique, ce serait de trouver cette revue systématique, la lire, et puis ça peut permettre, dans certains cas, une économie de temps assez important. Donc ici, c'est vrai que ça peut paraître préoccupant. En même temps, ce que je dois dire, c'est que, et là, je sors un peu de ces données, ça ne peut pas être, mais parce que je fais évidemment des recherches dans le domaine là, depuis un certain nombre d'années. À ma connaissance, ce n'est pas l'utilisation ou la consultation de revues systématiques de littérature n'est pas protocolisée dans les processus à l'intérieur de direction. Ça peut être une explication aussi de ce résultat. Après, ce n'est pas à moi de dire est-ce que c'est bien ou pas. Ça, c'est pas ma fonction de chercheur ici. Mais Et sachez, donc, peut-être en passant, je ne sais pas si Julie, tu voulais ajouter quelque chose ici. Non, je voulais justement, oui, on pourra en discuter si vous avez votre avis là-dessus, votre commentaire. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Oui, Ça oui. semble, est-ce qu'on est quand même fonctionnel, même si tout le monde, c'est parce qu'il y a une revue systématique de littérature, là, donc on pourra en discuter. Mais je pense que tu voulais aussi présenter, je Oui, vais c'est ça. passer, ouais. Je vais en profiter pour mentionner, bon, là, vous voyez ici le RFIX, qui est le Réseau francophone international en conseil scientifique. Sur notre page web, la page web du réseau, le site web du réseau, il y a une section outils où vous avez accès pour l'instant à plusieurs répertoires de revues systématiques. C'est des ressources externes au réseau, là. Un répertoire de revues systématiques et d'autres types de synthèses de connaissances potentiellement utiles pour ceux qui travaillent dans les ministères. Je dois mentionner sur le résultat, sur la diapositive précédente, qu'il ne faut pas oublier que le ministère de la Santé est exclu des analyses. Et la notion, le concept même de revue systématique est plus connu dans le domaine de la santé.
Il existe, par exemple, là on parle de ministères ici et non d'organismes, mais si vous pensez à l'Institut national d'excellence en santé ou l'Institut national de santé publique, on consulte les revues systématiques sur une base routinière. Ça fait partie des modes travail. Mais sachez, pour revenir à ces répertoires, qu'il existe des revues systématiques l'extérieur du domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, de l'éducation, etc. Donc, je vous invite à consulter ces ressources qui sont Merci. importantes. On va continuer parce que le temps passe très rapidement. Ah oui, ça c'est de mon côté. En Oui, fait, on a essayé de regarder pas seulement comment les fonctionnaires allaient accéder aux informations scientifiques et les consultaient, mais comment elles étaient intégrées dans le processus d'élaboration des politiques publiques. Comment ça percolait finalement dans le processus de prise de décision. Donc, on a résumé assez succinctement là le processus de prise de décision et on leur a demandé leur perception. Donc ici, on parle bien des perceptions des fonctionnaires et pas de la réalité, là, comment elle percole. Là. Mon rêve étant un jour de pouvoir baguer un résultat de recherche puis de le suivre jusqu'au sein d'un ministère, ce qui est difficile à faire. Donc, on leur a demandé des informations scientifiques qui ont influencé mes propres recommandations à les informations scientifiques qui ont été prises en compte dans les décisions qui étaient adoptées en fin de processus. Donc, on est vraiment ici dans un processus. Et on voit arriver, donc vous le voyez là dans les graphiques, une certaine déperdition de cette information scientifique-là. Et donc, c'était intéressant, on voulait la mesurer. Personnellement, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus marquée, cette déperdition. Là, quand même, la plupart du temps, les réponses étaient tout à fait d'accord et plutôt d'accord. Et donc, cette déperdition, je pense, n'est pas non plus à voir d'une façon très négative, hein, dans le sens que dans les processus de prise de décision politique, évidemment, on est en démocratie, on ne prend pas seulement en compte les données probantes, on prend aussi en compte les budgets qu'on a, les priorités politiques pour lesquelles les élus ont été élus. Donc, tous ces éléments-là. Donc, c'est un peu normal de voir cette déperdition-là, mais c'est intéressant de la caractériser. Ensuite, on leur a demandé, en fait, au-delà de la consultation de documents, quels étaient leurs réseaux de contacts. Ça se passe beaucoup dans les réseaux de contacts en Amérique du Nord, au Québec. Alors, dans les 24 derniers mois, avez-vous été en contact avec des professeurs d'université ou des chercheurs? C'est quand même 40% oui. Donc, c'est intéressant de voir que les personnes ont quand même un réseau, certaines personnes ont quand même un réseau actif, ce qui permet parfois d'avoir accès à des consultations ou des conseils façon plus informelle finalement. Et on leur a demandé aussi dans les 5 dernières années si vous avez eu des contacts avec des professeurs ou des chercheurs, dans quelle mesure, combien il y en avait. Alors, vous voyez, dans les 5 dernières années, ça monte en fait en gros à 60% hein, des personnes qui ont contacté des chercheurs ou des professeurs. Et puis, la plupart d'entre eux ont autour de 1 à 5 personnes dans leur réseau là, d'experts dans le milieu universitaire qui vont contacter. Puis, on a une autre partie, vous voyez, à droite du- de l'image, où il y a 10 ou 11 et plus chercheurs. Ça, c'est vraiment, on suppose, des personnes qui travaillent dans les directions de la recherche. Donc c'est vraiment le travail de vraiment tout le temps mobiliser les connaissances. Mais une bonne partie des personnes interrogées, c'est autour de 1 et 5 personnes dans leur réseau. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir travailler à alimenter ce réseau-là. Hein. C'est un peu l'idée du Forum Sciences et Politiques du Québec aussi, là, cette interface-là. Ben voilà, on arrive tranquillement à la fin. Je vous ai résumé quelques questions qu'on a lancées dans l'air. Quelle est votre première source d'information scientifique dans votre propre organisation, que ce soit, il y en a qui sont dans les universités, il y en a qui sont dans l'administration publique. Est-ce que si vous n'avez pas d'accès direct, est-ce que ça vous empêche de travailler? Est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que ça vous inquiète que la revue systématique de connaissances soit assez peu connue? Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Est-ce que finalement ça reste relativement fonctionnel, normal? Et puis comment elle s'intègre dans le processus de prise de décision de votre organisation là, selon vous? Voilà. Alors je vais mettre fin au partage d'écran.